Alors, vous venez de voir un magnifique film, Ken Bougoul, personne n'en veut, réalisé par Sylvia Vauzer. Et je vais peut-être commencer par poser quelques questions à Ken à propos du film, ensuite du livre, puis nous aurons, j'espère, un échange chaleureux, cordial et amical. Ken, moi je suis sorti de ce film de Sylvia avec à la fois beaucoup d'interrogations et quelques convictions. C'est que tu étais une femme libre et qui revendiquait sa solitude. Alors, il y a une scène très frappante où tu expliques pourquoi cette solitude. Moi, j'avais peut-être envie de te demander si finalement ton meilleur compagnon, ta meilleure compagne, n'a jamais été que la solitude. Et pourquoi cet amour pour la solitude? Bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si je pourrais répondre à la question parce que parler de solitude, meilleur ami, meilleure compagne, parce que je suis avec vous, donc je ne suis pas seule et je suis très contente d'être parmi vous ce soir. Ce que moi j'entends par solitude, ce n'est pas une question de me retrouver quelque part isolé dans un monastère du Tibet au pied de l'Himalaya. C'est-à-dire la solitude, c'est par rapport à une question où que je sois, avec qui que je sois. C'est une question d'être moi-même, mais d'être totalement moi-même. Et ça, du seul fait que je revendique, c'est même pas une question de revendication. Moi, je ne suis pas dans le militantisme, quel que soit le nom qu'on veut lui donner. C'est tout simplement d'être moi-même, où que je sois, avec qui je suis. Je sois, oh là là, la francophonie, hein, parfois c'est difficile, la grammaire française. Hein. Donc, c'est pas ce qu'on appelle seul, que je suis seul dans un désert ou sur une île. Non, non, non. C'est d'être tout simplement moi-même et d'être libre où que je sois. Ce qui est difficile parce que les gens, on pense que quand on est en groupe, il faut plus ou moins se conformer, plus ou moins il y a des codes, etc. Et moi, je, je n'aime pas les codes. Je n'aime pas. Je peux respecter les gens, mais je veux rester totalement libre. Et donc, je suis seule, entre guillemets, avec moi-même. C'est ça, ma solitude, en fait, c'est ça. C'est pas une question d'être physiquement dans un désert ou des trucs comme ça. C'est une solitude d'être moi-même au milieu du monde, avec les normes, avec les codes de la société, comment il faut se comporter, comment il faut être, comment, etc., etc. Je suis absolument contre cette pression, cette conformité gratuite. Et à partir de ce moment-là, on n'est plus soi-même. On est comme les autres voudraient que vous soyez, etc. Donc c'est ça que j'appelle, moi, la solitude. Alors, quand je parlais de compagne, c'est en référence en réalité à ce que tu dis de la manière dont tu as mené ta vie et cette revendication de la liberté qui est qui fonde en fait, qui est le fil conducteur de ta vie et qu'on retrouve en particulier dans ce magnifique livre Cacophonie dont on va parler dans un instant. Mais encore une petite question permet que je te cuisine encore un peu à la sauce gombo avec ce film. Euh,
tu y parles, j'allais dire abondamment, du regard que tu portes sur ce continent. Le continent clair-obscur, comme tu l'appelles souvent. Et quand tu affirmes là que tu n'as pas de revendications militantes, etc., il me semble quand même que dans tes propos, ton regard, le texte qui est dit dans ce film, le regard que tu portes sur le continent est un regard acéré. Est-ce que tu penses que c'est un propos, non militant? Non militant, c'est un propos critique, tout simplement. Et que je peux avoir sur n'importe quelle société, que ce soit les sociétés occidentales, américaines, je peux en dire autant de la Chine, je peux en dire autant du Japon, de n'importe quel pays, parce que je sais ce qui se passe partout, je fais même allusion à d'autres pays qui ne sont pas forcément l'Afrique, mais c'est que je vis en Afrique. Donc là où je vis, la proximité et la promiscuité par paresse et que c'est en plus gratuit avec tout ce qui m'entoure au quotidien, ça peut me servir pour avoir, parce que j'ai mes idées, je pense, mon esprit critique, comment je vois comment les choses se passent, sans pour autant être un militant dans la rue. Moi, je ne manifeste pas, je ne suis pas dans une association, je ne suis pas au forum civil, je suis dans rien du tout. Je ne veux pas appartenir à des trucs, machin, mais ça ne m'empêche pas d'avoir un regard critique sur ce qui se passe et de le dénoncer à travers mes écrits. Et si quelqu'un me donne un micro et me demande de ce que je pense d'une situation en Afrique ou ailleurs, mais là on reste en Afrique, je peux dire ce que j'en pense. Mais je ne suis pas dans le militantisme militant, disons. L'écriture permet de s'exprimer, de dire des choses. Et si on me demande mon avis dans la rue, un micro-trottoir, je dirais toujours ce que je pense. Et comme j'ai vécu, voyagé dans beaucoup de pays d'Afrique, donc j'ai quand même une certaine idée de ce qui se passe et ce que j'en pense et ce qui m'interpelle et que je peux soit dire à travers des interviews ou des discussions avec des amis ou qu'à travers mes écrits, je les glisse dans ce que j'écris. Alors justement, tu parles d'écrit. J'en viens à ce roman, Cacophonie. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est une sorte de huis clos, une femme bouleversante, énervante, agaçante par moments, qui souvent est difficile à suivre. Et je me suis accroché par moments parce que c'est une plongée dans les tréfonds d'une intériorité tourmentée, d'une intériorité qui ne vous laisse pas indifférent tellement les sentiments sont contradictoires, ils sont puissants, voilà, comme une tempête au milieu d'un océan. Moi, j'ai été emporté par ce roman, Cacophonie, et je l'ai lu avant de voir le film. Et en voyant le film, je ne peux m'empêcher de penser à l'héroïne du roman. Nous allons discuter avec ceux qui sont venus t'écouter ce soir, mais je ne peux m'empêcher de te poser une question, ce sera la seule. Est-ce que parmi tous les romans que tu as écrits à ce jour, celui-ci tout particulièrement résonne en toi d'une manière particulière? Pas plus que les autres. Hein. Quand on écrit, quand on est dans n'importe quel livre, on est engagé, on s'investit, on est dans le livre. Donc je ne le considère pas plus
profond ou plus. Tout ce dans quoi je m'implique, même quand je fais tout simplement des œufs sur le plat, je les fais avec autant d'investissement, avec autant d'implication. Tout ce que je fais, je le fais toujours avec cette les œufs au plat chez Ken Bougoul sont aussi bouleversants que ça. Ah, peut-être même plus bouleversant. D'accord. Non pas plus que les autres, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le comparer aux autres. Chaque livre a son histoire et tout, mais quand on l'écrit, c'est le même temps, on s'assoit, on s'y plonge. Et c'est un livre douloureux, pas douloureux à écrire, mais en même temps, je l'écrivais comme les autres livres. Et ce problème, cette question de l'enfermement dont il est question dans ce livre, plus j'écrivais le livre, plus je rentrais dans le livre, plus je me retrouvais enfermée de plus en plus. J'avais l'impression que les murs se refermaient en moi. Et ma fille qui a lu le livre me disait « Oh maman, je l'ai lu dans la nuit. J'ai tout fait. Je cherchais une sortie. Je voulais ouvrir la fenêtre. Je voulais sortir. » Tellement ça la prenait. Je dis, et moi qui écrivais ça. Et pourtant, j'en suis sortie parce qu'il y a une sortie. Donc, c'est peut-être le prétexte d'écriture de cet enfermement. Peut-être ça peut donner cette impression que je me suis plus investie que dans les autres livres, mais c'est tout à fait la même chose comme le Baobab Fou. Hein. Je pense que je n'ai jamais été aussi impliquée que dans le Baobab Fou. Par exemple, le premier livre. D'accord. Je ne monopoliserai pas plus la parole. Est-ce qu'il y a un micro pour celui-ci? Qui ont des questions à poser. Vous pouvez poser des questions sur autre chose. Hein. Ou sur le film, bien sûr. Ou sur tout à fait autre chose, comme tu dis. Alors, qui se lance en premier? Alors, je suis très très myope, hein, mais je vois une main se lever au fond de la salle. Il y avait monsieur. Voilà, juste en face de moi. Voilà. Il y avait monsieur, non? Avant? Ah, c'est plus haut. Voilà, c'est pas un monsieur, c'est une dame, en effet. Bonjour, j'avais une question par rapport au début du film, vous parlez de rejet avec la société sénégalaise, etc. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des réponses sur ce rejet? Pourquoi il y a eu ce rejet et en quoi il a influencé dans votre bien-être, etc. Enfin, voilà, intérieurement. D'où vient ce rejet selon vous? Non, c'est bon. Non, tout ça, c'est par rapport à une période bien déterminée. La première période, c'est en 1900... Oh non, c'est quand je suis sortie du ventre de ma mère que j'ai été rejetée. Parce que quand je suis née dans mon petit village du Ndoukoumane, comme cadette... dernière née de ma famille, avec mon père qui avait 2 épouses, et j'étais la dernière née de toute la famille, et mon père avait plus de 85 ans. Et quand je suis née, même pas 4-5 ans après, ma mère a quitté le domicile familial et est partie dans le village de sa mère et m'a laissée là. Donc, pour moi, d'abord, d'être née la dernière était un rejet. D'avoir un père qui avait plus de 85 ans, que je prenais pour mon père, était un autre rejet, parce que je pensais que c'est mon grand-père. Donc, je n'avais pas de père, moi, quand je suis née, mais j'avais un grand-père. Le départ de ma mère, un autre rejet. Quand j'avais 5 ans, mon père est devenu aveugle.
Un autre rejet, parce qu'il ne m'a plus jamais revu. Il m'a touché, mais pas plus jamais vu. Donc, mon père ne m'a pas assez regardé. Mon grand-père père, il ne m'a pas assez regardé. D'abord, c'est des rejets. En plus, je suis la seule femme dans ma famille à aller à l'école. Donc, tout de suite, marginalisée, un autre rejet. Le fait d'être la seule femme à aller à l'école, et puis malgré toute la souffrance, quand ma mère est partie, m'a laissé le père aveugle quand j'avais 5 ans, tout ça, ça m'a... J'étais rejetée, mais j'en ai pas fait quelque chose pour m'abattre. Donc l'école m'a permis d'aller à l'école, d'apprendre des choses. Ça m'a permis de plus ou moins de rabattre ou remettre dans le backup de ma conscience ça pour me consacrer entièrement à l'école. Quand j'avais quand même 13, 14 ans, 15 ans, on voulait me marier au fils du voisin qui faisait des études HEC à Toulouse. J'ai refusé, ce que je regrette aujourd'hui, parce qu'il est devenu un grand banquier. Et moi, je suis très fauchée. Donc, je me dis, oh là là, j'aurais dû. On me dit, mais comment elle peut rejeter? Parce que j'étais, à l'époque, dans l'environnement proche, la seule femme qui était à l'école. Donc, un étudiant en HEC devait épouser une fille qui avait... Je dis non. Et j'ai toujours dit non. Donc, on me rejetait, mais moi aussi, je rejetais déjà la société. Et quand un de mes frères, qui est toujours en vie, qui a 86 ans, à l'époque, mais il y a très longtemps, parce que j'aime pas dire mon âge, parce qu'il y a tellement longtemps qu'on dit, ah, oui, il y a longtemps. Comme dit l'écrivain gabonais Janis, il y a, en 1900 longtemps, comme ça, on disait que oui, il faut faire attention, parce qu'une jeune fille, parce que j'aimais faire du vélo, on disait non, il ne faut pas faire du vélo, parce que tu vas perdre ta virginité. Je dis, mais pourquoi? Je dis, ah non, parce que si tu te maries, on va vérifier ta virginité. Et je dis, mais si c'est faire du vélo qui m'a pris ça, on dirait que c'est le vélo. Il dit, ah non, 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 une fille ne doit pas faire du vélo parce qu'elle doit arriver vierge au mariage. Et je m'étais débarrassée volontairement de ma virginité en disant que l'homme qui veut m'épouser, c'est pas il ne va pas tenir compte de ma virginité, il va tenir compte de ce que je suis, etc. Donc je refusais des trucs de la société. Déjà une société qui m'avait rejeté à partir de la famille, et ça a continué comme ça. Et en 1973, après un séjour dont la fin fut douloureuse en Belgique, quand je suis retournée au Sénégal, on m'a rejetée parce qu'ils ont dit comment elle a vécu en Europe, elle est revenue, elle n'a rien. De matériel, de l'argent, etc. Donc ça c'est un premier rejet, mais je suis restée seulement 6 mois au Sénégal avant de faire un concours pour l'Institut national de l'audiovisuel et que je suis venue en France. Et après avoir vécu plusieurs années en France, une tragédie que vous pouvez retrouver dans Cendres et Braise, j'avais quitté l'hôpital Sainte-Anne, où cet homme avec qui je vivais m'avait fait, enfin il ne m'a pas fait enfermer, où la police a choisi entre un homme blanc, une femme noire, qui j'amène à Sainte-Anne, on amène la femme. Et j'ai passé 2 nuits à l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne, et quand mes amis sont venus me chercher, le lendemain j'ai pris l'avion directement, je ne suis même pas retournée dans l'appartement où j'habitais et que je suis partie au Sénégal en 1978, et là, j'ai été complètement rejetée. Au moment où j'avais besoin de soutien, où j'avais besoin juste de me poser, quoi. Juste, je ne veux même pas besoin de soutien. Comme laisse seulement me poser, c'est là qu'on m'a complètement rejetée. Et j'ai vécu comme ça au Sénégal
entre 1979 et 81, pendant presque 2 ans, j'ai pratiquement vécu dans la rue. Parce que ma famille m'avait rejeté, je ne pouvais plus habiter là-bas, dans les familles. J'avais 33 ans, c'est une folle, c'est ceci. Elle n'a rien réussi, elle était en France, elle n'a rien ramené, elle n'a pas de mari, elle n'a pas d'enfant. Et je me suis retrouvée à la rue pendant 2 ans. Et donc ça aussi, c'était un rejet très, très douloureux. Mais c'est à la 2e année de vivre dans la rue, de traîner dans la rue, que j'ai commencé à écrire Le Baobab Fou. Donc voilà la série de rejets que j'ai connus dans ma vie. Mais je pense que ça m'a servi aussi par l'écriture, évacuer, me soulager. L'écriture a été pour moi une thérapie, entre autres. Tout en haut. Je ne sais pas si tu me vois, Ken. Je suis Philippe, tu m'as rencontré. J'étais à TV5 Monde avec les gens de la tribu pour ton émission. Je vais lire 2 phrases, Ken, que j'extrais de ton premier roman, donc Le Baobab Fou. Si je lis cette phrase, c'est parce que tout simplement le festival Niofar est un festival militant, ne t'en déplaise, Ken, et où on évoque le colonialisme, où on évoque l'histoire pour mieux comprendre l'avenir. Donc je lis simplement trois phrases de ton livre qui fait le lien entre finalement tes problèmes très personnels et ton rapport à ta mère. Et puis, même si tu n'es pas une militante, tu vas comprendre que tu l'es sans le savoir à ce moment-là. Alors Ken, voilà ce que tu écrivais. Le pays venait d'avoir l'indépendance. Le moyen de faire marche arrière. Peut-être retourner au village, me blottir dans les cuisses chaudes de la mer. Rouler dans le sable, écouter les contes et les légendes de l'Afrique. Baigner de frayeur, de curiosité, de découverte. Retrouver ce halètement imperceptible qui saisissait les enfants, dont le regard tremblant évoquera plus tard cette naïveté devant le monde. Mais l'indépendance m'avait déçu. Je croyais l'indépendance allait me sauver. Je ne constatais aucune acquisition d'identité propre, aucun souffle. L'indépendance était comme la reconnaissance et l'officialisation de la dépendance. Ben ça, c'est très bien écrit. Ken, bravo. Oui, mais vous l'avez entendu dans le film. Oui, c'est moi qui l'ai dit. Il confirme. Parce que moi, je suis née pendant la période coloniale, donc je suis née pendant la période coloniale, j'ai vécu les indépendances, donc j'ai toujours mon mot à dire sur les choses. Bonsoir. En fait, ce que j'ai pu percevoir à travers le film, à travers vos écrits, c'est que la femme guerrière que vous êtes est dans sa rude errance, souvent au bord de la margelle d'elle-même. Et à partir du moment où on va d'un point à un autre, que l'on va quitter ce qui nous entoure, parfois, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est aussi pour être mieux présent au monde. Et votre démarche, je me suis demandé si il n'y avait pas un paradoxe entre cette errance physique, cet exil intérieur, et puis, à un moment donné, le souci de la trace. Quand vous commencez à humer l'indigo qui vous ramène, je dirais, au pays perdu, aux origines, et que vous dites que vous souhaitez le
transmettre après à Yasmina, je me dis que c'est aussi une façon de laisser sa trace. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre l'errance, l'exil intérieur et peut-être la volonté de laisser une trace? C'était ma question. Merci. Enfin, je ne suis pas très intelligente. Enfin, pas une question d'intelligence. Je ne suis pas... je suis moins tordue que dans mes livres. Donc, non, il n'y a pas de paradoxe du tout. Parce que, pour moi, il n'y a pas de trace. Je parlerai plutôt de tâche. La tâche. Si vous avez lu le livre de Philippe Roth, La tâche. C'est-à-dire, où qu'on soit, où que vos aspirations, vos ambitions, votre errance, votre exil intérieur vous mènent, il y a toujours cette petite tâche qui poursuit, dont on se demande c'est quoi cette tâche. Mais au fur et à mesure, on se familiarise avec cette tâche. Et en se familiarisant, on se l'approprie, ça devient familier et on s'y attache, tout simplement. Donc il n'y a pas de paradoxe. C'est nécessaire d'avoir une tâche dans sa vie. Oui, tout à fait. Bonsoir. Ce film... Julia. Ce film donne beaucoup de... nous attire. Oui, Julia Sarr, qui est donc non seulement la chouchou de Ken, comme vous l'entendez, mais aussi une chanteuse de grand talent. Donc voilà, Julia Sarr, qui vient de sortir un album magnifique. Voilà. Donc en tant que Sénégalaise, j'ai été très très émue, vraiment au sanglot. J'arrivais pas forcément à me contrôler en regardant ce documentaire, ce film. Par rapport au fait de s'appeler Ken Bougoul, j'ai deux questions en fait. Est-ce que vous n'avez jamais pensé à changer de prénom? Parce que c'est une destinée quand même de s'appeler, personne n'en veut, toute sa vie. Est-ce que, vous avez voulu changer de prénom? Et la deuxième question, c'est, vous dites que vous habitez dans votre espace intérieur. Est-ce que, donc c'est un lieu secret, mais vous laissez de la place à l'amour? Voilà, c'était deux remarques comme ça. Et juste avant voilà, je voulais vraiment dire qu'avec ce film, on a vu que vos textes avaient un paysage, avaient une végétation, avaient une odeur, et que c'est un très très beau film. Voilà, merci. Merci Sylvia Voser. Et avait aussi une musique. Non, pour ce qui est du prénom de Ken Bougoul, qui signifie en wolof personne n'en veut, comme vous le savez, c'est un prénom très courant au Sénégal actuellement. C'est l'origine. À l'origine, pourquoi ce prénom de Ken Bougoul? D'où vient ce prénom? On dit que, comme dans le film, on le donne à un enfant de sexe féminin né d'une maman qui a eu 2 ou 3 accouchements et l'enfant était décédé au 1er, 2e, 3 jours. Donc c'est un prénom pour exorciser le mauvais œil, le mauvais esprit, en sous-entendant que même la mort n'en voudra pas. Mais moi, quand j'écrivais Le Baobab Fou, comme c'était une autobiographie légèrement romancée, et que tout de suite dire le je, à part je suis née dans le Ndoukoumane, j'avais déjà mis ce prénom de Ken Bougoul. Mais Ken Bougoul, c'était le nom de ma voisine en face de notre maison, de la maison de ma grand-mère au village. Et elle, c'est une petite fille, on avait le même âge, elle est toujours en vie. Elle me réclame toujours mon nom que j'entends dans les radios et les télés. Yo Mareto, c'est mon tourbi, parce qu'elle a dit que j'ai pris son nom qui est dans les radios et les télés. Et j'étais jalouse d'elle. Pas jalouse, je l'enviais parce qu'elle habitait avec son père et sa mère. Je l'enviais parce qu'à 16 ans, elle s'est mariée. Je l'enviais parce que son cou était plus long que le mien, parce que moi, en dehors des rejets de ma mère qui m'avait laissé et tout, j'avais des sœurs, une sœur particulièrement,
toutes les sœurs ont été méchantes avec moi, mais une particulièrement qui me disait tu es moche, tu es laide, ton cou est petit, ton cou est court. Je ne sais pas pourquoi elle était méchante comme ça avec moi. Et ça m'avait développé des complexes. Donc en écrivant Le Baobab Fou, cette autobiographie dans une démarche d'évacuation, de soulagement, je dis, ces vécus que je voulais évacuer, je vais le mettre sur le dos de ma copine en face dont j'étais jalouse. Et j'ai écrit Ken Bougoul. Donc Ken Bougoul a fait ceci, Ken Bougoul. Tout ce que j'ai évacué, j'ai mis sur le dos de ma copine qui n'a jamais été à l'école, donc qui n'a jamais lu. Et mais je me suis déchargée sur elle. En même temps, ça m'a déchargée de l'envie que j'avais d'elle, parce que j'ai dit, je me suis vengée parce que j'ai utilisé son prénom comme héroïne de Baobab Fou. Mais comme c'était autobiographique en grande partie, les gens pensaient que je m'appelais Ken Bougoul. Et ce n'est pas moi qui ai choisi le pseudonyme de Ken Bougoul. À l'époque, aux Nouvelles Éditions africaines, il y avait un directeur littéraire haïtien qui s'appelait Roger Dorsainville, qui était un réfugié politique au Sénégal, qui était un ancien ambassadeur, je ne sais pas quoi, mais qui avait des problèmes avec les régimes de dictature en Haïti, et que le président Senghor, qui avait recueilli beaucoup de réfugiés politiques haïtiens au Sénégal, travaillait comme directeur littéraire aux Nouvelles Éditions africaines. Et lui, il s'est dit, avec un peu de recul, que non, la société sénégalaise n'était pas prête pour de l'autobiographie d'une femme. Donc ce ne serait pas bien que je mette mon nom, parce que si je mets mon nom, je ne trouverai pas de mari et je ne trouverai pas de travail. Je dis de mari, j'en veux pas. De travail, j'aimerais bien. Il dit non, et puis ça peut porter préjudice parce que ta famille, c'est des gens au village, etc., que ça ne fait pas bien. Pour me venger encore de ma copine du village que j'enviais parce qu'elle habitait avec son père et sa mère, et moi, je n'ai jamais habité avec mon père et ma mère. Pour me venger d'elle, parce qu'on disait que moi, j'étais moche et que mon cou était court. Elle avait un cou comme ça. Je me suis vengée encore et j'ai dit, mettez Ken Bougoul. Et c'est comme ça que le prénom. Maintenant, le succès scandaleux du Baobab Fou et un autre destin, parce qu'entre-temps, avec ce livre, le soulagement que j'ai connu, je me suis, dans mon errance, j'ai vécu autre chose. Et quand Cendre et Braise devait sortir, j'ai dit non, maintenant je vais mettre Marietou. Et puis on me dit mais non, parce que le Baobab Fou est tellement connu, on travaille tellement dessus, c'est un livre... Vraiment, il est partout. Que si tu mets Marietou Mbaye, après ça va... J'ai dit, ok, je continue. Je continue 3 livres. Et c'est avec La folie et la mort. Quand le 4e livre sorti, j'étais invitée à l'université de Tucson en Arizona. Et une béninoise qui enseigne à l'université de Tucson là-bas, au département d'études francophones, je ne sais pas quoi, avait écrit une communication pour une réunion de professeurs aux États-Unis. Elle s'appelle Irène d'Almeida Asiba, quelque chose comme ça. Et elle, dans sa communication pour les professeurs américains, là, elle m'a donné le document. Quand je suis allée dans son bureau, elle avait dit que le prénom de Ken Bougoul convient à l'auteur Marietou Mbaye. Parce que d'abord, son écriture, quand le Baobab Fou est sorti, en dehors de l'autobiographie qui a bouleversé plus d'un, il y avait l'écriture. Parce qu'habituellement, les livres que nous avions l'habitude d'étudier et d'enseigner n'étaient pas écrits de cette façon-là. Au Sénégal, il y avait des professeurs d'université qui disaient que ce n'était même pas du français, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, etc. Un autre rejet. Et elle disait donc la signification de son nom lui donne une liberté, non seulement d'écrire de l'autobiographie, mais en même temps d'écrire, d'avoir son style propre,
personne ne peut rien lui dire ou faire, parce qu'elle a imposé un style que nous sommes obligés d'accepter, que nous enseignons, que nous étudions. Donc, l'auteur Mariétou Mbaye, elle s'appelle vraiment Ken Bougoul. Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, me faire ce qu'on veut, me mettre même par terre. Mais je vais toujours me relever. Parce que personne ne peut rien contre moi. Même la mort ne peut rien contre moi. Le jour où je voudrais mourir, je vais l'appeler. Je lui donnerai rendez-vous. Et parce qu'elle a dit, donc elle a fait le travail sur le style, sur les thématiques abordées, comment elle écrit ses livres, et puis elle persiste et signe qu'elle est Ken Bougoul. Elle n'est plus Mariétou Mbaye, elle s'appelle Ken Bougoul. En faisant un travail sur la signification du nom et les livres et le style d'écriture. Et ça, pour moi, quand elle m'a dit ça, parce que moi je suis toujours complexée devant les professeurs, j'étais ah bon. Et depuis ce jour-là, j'ai dit maintenant je suis désormais Ken Bougoul. Pas seulement dans les livres, dans la vie. Et tout ça, comme mon aspiration, c'est une dynamique permanente, perpétuelle pour la liberté totale, il faut vraiment porter le nom de Ken Bougoul pour oser faire ça. Et je tiens encore la route. Parfois je tombe, mais je me relève toujours, parce que c'est Ken Bougoul. Maintenant, pour la deuxième question qui était par rapport à habiter à l'espace. Parce que l'intérieur, il n'y a pas, c'est pas, d'abord l'espace qu'on voit comme ça autour de nous, bon ici c'est fermé, mais dehors il y a l'horizon, il y a l'azur, etc. Mais l'espace intérieur est beaucoup plus vaste que l'univers, c'est-à-dire c'est l'infini. Donc c'est un espace infini où je peux habiter plusieurs lieux différents à l'intérieur, avoir plusieurs vies, passer de là à là-bas, faire des voyages dans les pensées, dans l'imaginaire, me propulser, chercher des solutions. Surtout, la dynamique de chercher des solutions. Donc cet espace intérieur, ce n'est pas étriqué à ma petite personne qui commence à prendre de l'embonpoint, mais c'est plus vaste que l'horizon, que ce que nous voyons quand nous sommes sur la terre. On dit ah, l'horizon là-bas, le ciel, oh là là, l'espace infini. L'espace qui est à l'intérieur de chacun de nous est beaucoup plus vaste, beaucoup plus infini, et qu'il faudrait explorer, exploiter et vraiment s'y plonger. Je trouve que c'est très très important pour sortir un peu de notre enfermement aussi, comme dans Cacophonie. Est-ce que c'est à la portée de tout le monde, Ken? Mais bien sûr, c'est moi, une pauvre petite paysanne de mon petit village là-bas, qui n'a même pas beaucoup été à l'école. Si je peux me le permettre, pourquoi pas? C'est tout le monde, c'est à la portée de tout le monde. Et la troisième question de Julia, c'est que dans le film, si vous lisez, parce que c'est des passages de textes qui sont lus, quand je suis avec les gens, je fais mon numéro, je ne sais plus comment j'ai dit ça, sauf avec l'amour. Mais dans le texte, hélas, il y a le mot hélas. Donc, il y a cette... je ne sais plus dans quel livre c'était ça. En tout cas, il y a ce hélas. Mais je sais que quand je vais rencontrer mon breton de 75 ans qui a un bateau, voilà, ça c'est sûr que je ne ferai plus jamais semblant. Mais malheureusement, j'ai mis plein d'annonces dans les journaux, dans le chasseur français, dans le chasseur breton, 75 ans avec un bateau. J'arrive pas. Si vous avez des oncles ou des... Hein, voilà, je cherche l'amour avec un breton.
Il y a quelques questions, on va en prendre une série, comme ça, voilà, allez-y madame. Oui, bonsoir, Farassé du journal Humanité. Oui, et je vous confirme que le dernier disque, le nouvel album de Julia Sarr est vraiment magnifique. Je l'ai dégusté en concert et en CD. Et je voulais dire je crois que nous avons partagé cette émotion de ces premiers délices que nous a offert cette lecture concernant ton livre actuel. Et aussi ce film, et j'avais envie c'est quelque chose que je ressens depuis longtemps en toi. Je dirais que j'ai l'impression que ta terre d'exil, que tu t'es trouvé, que tu t'es forgé, c'est l'écriture. Est-ce que c'est pas à partir de ce moment-là où tu as trouvé cette terre d'exil, que tu as développée, agrandie, que tu as pu trouver une sorte de fil conducteur en toi-même, une sorte de stabilité, même si en fait tu bougeais beaucoup. Et j'aimerais aussi savoir comment tu écris. Est-ce que tu écris plutôt le matin? Dans quelles conditions? Tu vois, quelles sont les choses? Est-ce que tu peux écrire? Je sais que tu peux écrire à une table de café. Tu as écrit tout un livre comme ça, hein, il me semble, hein, à une table de café. Donc, comment se forge cette matière si magnifique des mots? On va prendre, parce que je voyais des mains se lever, une ou deux autres questions, et puis Ken répondra. Bonsoir Ken, et merci pour ce film. Enfin, le film c'est Sylvia. Sylvia, merci pour le film. Moi, j'ai rebondi sur l'amour. Tu l'as survolé tout à l'heure, pas beaucoup, mais c'est par rapport à ce que tu as dit dans le film. Tu fais semblant avec tout, sauf l'amour. Et moi, j'ai lu Sandré Braise, j'ai lu Baobab Fou, j'ai lu aussi Riwan. Mais Sandré Braise, je rebondis là-dessus. Je voulais savoir qu'est-ce que c'est que l'amour par rapport à toi. Et pour toi, ça c'est par rapport à quelques passages de Sandré Braise. Quand j'ai fini de lire ce bouquin, si tu te souviens, c'était à 6h du matin, je t'ai écrit. J'ai dit, ouf, je viens de sortir de l'enfer. Ben oui, parce que je crois que c'est dans ce livre que ton dernier retour à Dakar a eu lieu. De cette maison de psychiatrie. C'est après ce scandale avec ce monsieur. Je me demande, c'est de l'amour ou c'est de quoi? Ou tu as été envoûté, comme on dit en Afrique? Ou qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, je voudrais savoir l'amour à partir de ça. Alors, une dernière question et puis Ken va répondre, sinon elle va oublier. Non, il y a des questions d'exil, d'écriture et puis l'amour là-haut. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'aurais deux questions pour Ken Bougoul. Donc, la première porterait sur son écriture. Donc, on a vu que dans la première partie de votre carrière d'écrivain, l'écriture de soi était très importante. Et moi, je voulais savoir, dans les dernières fictions que vous avez écrites, quelle part d'autobiographie il y avait encore. La seconde question porterait sur Ken Bougoul en tant qu'écrivain femme, et peut-être qu'il y a des choses à dire sur les femmes en Afrique. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous vouliez léguer à la jeunesse, surtout sénégalaise, en tant que femme qui a toujours refusé de se laisser enfermer dans une culture, dans un espace géographique après tout. Voilà, merci. Voilà, on va donner la parole à Ken. J'ai oublié toutes les questions maintenant. Farah, comment j'écris, où j'écris. Les territoires d'exil. Non, oui, parce que en fait, j'ai pas. Moi, mon métier, c'est pas d'écrire. Mon métier, c'est vivre. Donc, je ne suis pas obsédée par l'écriture, écrivain. Je n'aime même pas qu'on m'appelle comme ça. Moi, je veux seulement qu'on m'appelle Marietou, qu'on m'appelle Ken Bougoul. Parce que je suis plutôt ce personnage-là que écrivain. Oh là là, ça c'est pour les grands quelqu'un là. Il y a les écrivains. Moi, je ne suis pas dedans. Parce que je ne suis pas le matin ou l'après-midi. J'ai pas de table, j'ai pas de...
J'ai même pas de lumière là. Parfois j'ai des problèmes. Je rabats l'écran de l'ordinateur pour voir le clavier. Donc il me faudrait une espèce de lampe là. Oui, ça fait bien, non? Avec, je sais pas, un chat ou je sais pas, quelque chose, une fenêtre. Non, non, non. Moi, je peux écrire n'importe où. Je peux écrire n'importe où et comme Farah le sait, j'aime écrire dans la précarité, dans les bars, n'importe où. Vraiment, j'ai besoin d'être dans une situation de précarité. Mais en même temps, j'aimerais bien, mais malheureusement, je ne sais pas où je vais trouver l'argent. J'aimerais écrire un livre, mais au Caire, mais dans les bars où on fume les trucs, il y a des hommes, plein d'hommes, ça fume, il y a la musique de Kalsoum, lancinante, des atmosphères enfumées d'hommes qui me regarderaient bizarre, et je m'installe dans ces cafés, et pour écrire un livre, il me verrait tous les jours dans ce café, écrire, oh là là, je sens ça, j'ai tellement envie. C'est où? Ah, mais ben voilà. Ah, ben, j'ai trouvé. donc, je peux écrire n'importe où. Je sais que l'écriture, par la démarche thérapeutique dans les autobiographies, dans l'évacuation, surtout entre le Baobafou, Cendré et Braise, ça m'a fait énormément de bien. Mais ça ne veut pas dire que ça m'a stabilisé. Parce que moi-même, je refuse la stabilité. Parce que j'ai l'impression que se stabiliser, c'est déjà être dans une position, une attitude figée. Et je n'aime pas ce qui est figé. J'aime la dynamique, j'aime l'énergie, j'aime que ça bouge. Si même j'ai un siège confortable pour m'asseoir, soit je vais me lever, soit je vais tout le temps bouger, ou je vais tout faire pour tomber de la chaise, quoi, et pour me remettre dessus. Donc, je n'aspire pas à un acquis. Le mot stabilité, il s'est stabilisé. Ah bon? Ah oui, maintenant ça va mieux, il s'est stabilisé, il s'est marié, il a trouvé un appartement, ils ont même eu 2 enfants, il a un bon boulot. Oh là là, alors là, franchement, je ne veux pas de cette stabilité. Même si parfois je me dis, j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais dû. Mais ça, c'est dans mes moments de déprime existentielle. Mais je veux pas être stabilisée, je ne veux pas être stable. C'est un mot qui me déstabilise. Parce que j'aime que ça bouge, j'aime que ça avance, que ça évolue. À la limite, je me crée même des situations de déstabilisation quand je trouve qu'il y a trop d'acquis, que je suis en train de m'embourgeoiser, de me conforter dans des acquis. J'aime pas les acquis. J'aime toujours avancer, me propulser, bousculer l'imaginaire de ma vie existentielle. Et pour ce qui est de l'amour dont le réalisateur guinéen, cher Fantamadi Camara, qui a fait le film Il pleut sur Conakry, qui a parlé, parce que je ne le vois pas, mais j'ai reconnu sa voix. Dans Cendré Braise, ce n'est pas une question d'amour, c'est une question pour l'autre partenaire, c'était pas de la passion, c'est un sentiment de possessivité, d'exclusivité. Tu es à moi, tu m'appartiens, tu es à moi. Donc ça, on ne peut pas dire que c'est de l'amour. Parce que l'amour, ce n'est pas de posséder quelqu'un, d'en faire un bien exclusif. Si tu aimes quelqu'un, tu l'aimes pour ce qu'il est, tu l'aimes libre même. Mais pas de dire moi, mon. Moi, je trouve que ça, ce n'est pas de l'amour. Mais pour le cas de l'héroïne, s'accrocher à cette valse infernale, qui était le titre originel du livre, c'était avec ces multiples rejets
de sa vie, c'était encore s'accrocher. C'était vraiment s'accrocher à quelque chose. Le Baobafou, s'accrocher à mes ancêtres les Gaulois, la terre promise, la culture occidentale, l'Occident. Mais finalement, ça m'a fait que me remettre dans une identité par rapport aux origines qui est d'être sénégalaise, africaine, de mon village, etc. Dans le Baobafou, dans Cendré-Braise, c'est là que la question identitaire par rapport à la condition de femme m'a interpellée. Je dis donc, un homme et une femme, la femme va dire « mon mari ». Mon mari. Parfois même le mari s'appelle Christian Eboulet. Tu ne peux pas dire « Ah, Christian, oui, il est parti à Dakar. Mon mari est parti à Dakar, mais il s'appelle Christian. » Mais ce sentiment de dire ma femme, mon bien, comme je déteste. Et c'est par Cendré-Braise que la quête identitaire par rapport à la condition de femme s'est posée. Donc, c'était important. Si je n'étais pas passée par là, je serais tout simplement une bonne femme. Et comme je n'ai pas envie d'être tout simplement une bonne femme, je suis passée par cet enfer. Enfin, dans la Divine Comédie de Dante, on ne va pas en enfer directement. Hein. Il y a le purgatoire, il y a des chambres par-ci, par-là. Et dès que j'ai pris conscience de ça, j'ai pris une porte à gauche, moi je me suis sauvée. Donc, et je suis encore debout. Mais au moins, ça m'a enlevé de la tête que moi, tout ce qui est exclusivité, possessivité, mon mari, ma femme, tu es à moi. Les femmes qui sont là, tu regardes quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Tu étais avec qui? Oh mon Dieu, mais laissez-le faire sa vie. Fais-toi aussi ta vie. C'est-à-dire, c'était important que je passe par là pour acquérir une autre approche de l'identité par rapport à la condition féminine. Donc je regrette rien. Moi, tout ce que j'ai connu dans la vie, les souffrances, les rejets, d'avoir vécu dans la rue, d'avoir eu faim, d'avoir eu soif, ça n'a jamais été quelque chose que j'ai porté comme Atlas porter le monde sur la tête. Hein. Non, 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 non. Je me disais tout ça, c'est dans la dynamique. Parce que l'essentiel, c'est d'avancer, quoi. Je ne piétine pas sur les obstacles. Quand je me tombe, je veux toujours me relever. Ça me sert même, parce que toutes ces difficultés, j'ai pris une paire de ciseaux. Tout ce qu'il y avait comme truc, désormais, je coupe, je jette. Tchac, je coupe. Et plus je coupe, plus je m'allège, plus je me dégage, plus je me sens moi-même, plus je me sens plus légère. Et plus je peux monter, plus je peux avancer. Donc, il a fallu que je passe par là pour arriver à ce que je suis aujourd'hui. Donc, je ne regrette rien. Oui, maman, Madame Diop, Christiane Yandé Diop, directrice de Présence africaine. Attendez. Compagnon breton. Mais minimum 75 ans. Minimum 75 ans. De 75 ans? Minimum. Oui, mais attention, quelquefois ils sont assez rudes. Mais avec un bateau. Avec un bateau. Ah oui. Mais à ce moment-là, tu seras jalouse de cet homme? Parce qu'apparemment, tu n'es pas une femme jalouse. Non, c'est parce que je l'épouse pour son bateau. je l'épouserai pour son bateau, en fait. Il faudrait que tu répondes à la jeune fille sur la dimension autobiographique. Oui. Oui, oui. Ah là là, les jeunes Sénégalaises, moi qui attendent d'elles qu'elle m'inspire. Non, pas bon. Il y a des autobiographies romancées, mais vraiment c'est de l'autobiographie. Si on parle de Baobafou, si on parle de Cendré-Braise, si on parle de Riwan, si on parle de l'autre côté du regard. C'est pas très autobiographique, mais ça l'est. Mes hommes à moi,
Et cacophonie, je ne dirais pas autobiographie. Bon, une part de moi y est, mais c'était l'introspection que je menais plutôt à l'intérieur de moi, comme dit Nathalie Carré, monologue intérieur dans un contexte, dans une situation. Donc quand c'est des fictions sociopolitiques comme La folie et la mort, ça c'était vraiment sur la mascarade, etc. C'est tout simplement fictionnel. Et quand j'ai écrit La folie et la mort, ce n'était pas un projet d'écriture. C'est un défi que quelqu'un m'avait lancé et j'ai écrit La folie et la mort, écrit et corrigé en 9 mois. Donc c'était un défi. Et quand je dis, ah tiens, je peux écrire ça, je vais continuer à écrire. Sinon, après Riwan, j'allais arrêter d'écrire. Et cette personne qui m'a défié m'a dit, il ne fallait pas commencer, tu pouvais aller vendre au marché ou je sais pas, du gombo ou quoi. C'est par ce défi que j'ai écrit La folie et la mort. C'est tout à fait, il n'y a aucune autobiographie. La pièce d'or sur l'environnement, ce n'est pas du tout autobiographique. Bien sûr, je fais du racolage dans mon environnement proche, etc. Mais c'est complètement distinct. La folie et la mort, la pièce d'or, ça n'a rien à voir. Alors que tous les autres livres, La rue Félix-Faure, c'est pas de l'autobiographie, mais j'ai transposé une préoccupation, un problème, une interpellation à travers une souffrance que j'ai transposée dans un autre univers, mais sans le vivre de moi-même. J'ai fait un transfert en faisant un scénario de film qui était tombé, que quelqu'un avait ramassé, qu'il lisait, etc. Ça, c'est des trucs, quand j'écris quelque chose, je cherche toujours ce livre aussi, comment je vais l'écrire, comment je vais le construire. Je suis très sensible, je suis même beaucoup plus sensible à ce travail de construction que même la thématique même du livre, qui finalement, même si c'est autobiographique, n'en est qu'un prétexte d'écriture. Je suis de plus en plus passionné par l'écriture que par le prétexte d'écriture. Mais il faut que ça soit quelque chose qui m'interpelle pour que je puisse m'en servir réellement comme trame pour faire de l'écriture. Pour ce qui est des jeunes Sénégalaises, moi, oh là là, enfin, il faudrait d'abord que je me prenne pour une femme. Oh là là, il faut que je sais pas, moi, les jeunes Sénégalaises, elles sont tellement, en tout cas, quand je vis au Sénégal, je vis en Afrique, moi, je suis fascinée par les femmes africaines. Même par sa jeunesse, surtout les jeunes filles et les jeunes femmes. Le continent est dans une situation de détresse au niveau de nos gouvernances, les conflits, les millions de déplacés sur le continent, certaines maladies qu'on peut guérir, qu'on ne guérit pas, l'exploitation des ressources, c'est devenu vraiment comme un appât du monde entier. Tout le monde plonge comme les condors là, avec les cerfs sur l'Afrique. Malgré tout cela, l'Afrique survit. Il y a une énergie. Les problèmes, on ne connaît pas. Qu'est-ce qu'on connaît? Solutions. Il faut trouver les solutions. On bouscule nos imaginations. Tous les jours, tu te réveilles. Qu'est-ce que les enfants vont manger? Comment je vais régler ponctuellement les choses au jour le jour? Et cette Afrique, qui est devenue comme un enfant abandonné, ce sont les femmes africaines qui la tiennent dans leurs bras. Et ça, les jeunes femmes africaines, aujourd'hui, jouent un rôle très très important. Elles sont en jean, elles sont en jumba out. Jumba out, c'est les trucs des jeunes filles là où
Moi, j'ai un bon nombril, hein, j'en profite pour le montrer. Elles sont jeans, modernes, les cheveux comme ça. Elles sont dans les marchés, elles écaillent le poisson, elles coupent les légumes, elles épluchent, elles vendent les petits déjeuners, elles vont chercher des trucs là, vont le revendre là-bas. Elles sont dans les cars, elles se réveillent. Il n'y a pas... Alors qu'il y a la déperdition scolaire. L'éducation est un problème très grave sur tout le continent africain. Mais les mères, les mamans, les femmes africaines, elles se battent. Et quand on dit, oh, vous travaillez, vous êtes levés depuis 4 heures, 5 heures, elles disent, oui, les enfants doivent aller à l'école, les enfants doivent manger, il faut les soigner, et les maris, il faut s'en occuper. Il faut être une femme africaine pour avoir cette énergie et cette générosité. Et c'est ça qui fait que l'Afrique survit et bouge. Et il y a de l'énergie dans la survie, en bousculant l'imagination. Il n'y a rien d'acquis là-bas. C'est au jour le jour. Comme j'ai dit dans Cacophonie, ce n'est pas la survie, c'est vivre au-dessus de la vie. C'est ça qui se passe en Afrique. Et les jeunes femmes africaines sont sur les traces de leur maman. Les femmes africaines sont en train de devenir ce qu'elles étaient. Et c'est formidable pour le continent. Avant qu'elle ne parte, je voudrais... Je voudrais saluer une autre femme d'exception qui se trouve ici, c'est Christiane Yandé Diop, qui est aussi la marraine de ce festival. Et je voudrais dire que vous avez beaucoup de chance de la voir ce soir dans la salle, parce qu'elle sort peu, Christiane, même quand on la sollicite pour des choses qui concernent la vénérable maison dont son mari et elle nous ont gratifié, c'est-à-dire présence africaine. Voilà. Merci infiniment, madame, et bravo pour cette Afrique toujours présente que vient de célébrer Ken. Ken Bougoul. Alors, peut-être une dernière remarque, une dernière question, mais je pense qu'on va conclure... voilà, des livres à dédicacer à la sortie. Donc, Pierre. Merci beaucoup. Merci à tous.